Bonsoir à tous et c'est bienvenue pour cette nouvelle vidéo review. Cette fois-ci, je ne me suis pas encore trompé. Pour cette vidéo review donc de la saison 2 de la série Star Wars Andor, j'avais fait quelques vidéos de la première saison, j'en ai fait au moins 3, je mettrai tout le lien dans la description si vous voulez les voir. Sur mon avis sur cette saison 1, on va dire que la saison 1, j'étais assez surpris, même si c'était devenu la meilleure série Star Wars que j'ai vue jusqu'à présent. Est-ce qu'elle est toujours aussi la meilleure avec ses ultimes et dernières saisons 2? La réponse tout de suite. Sachant que il y aura forcément une partie non-spoil et une partie spoil. Même si dans la partie non-spoil, je vais essayer tout de même survoler 2-3 petits éléments. Ça va être un peu compliqué, mais je vais y aller. Donc on retrouve Andor dans cette début de saison 2, dans une mission d'infiltration, afin de récupérer un chasseur Tile révolutionnaire. Forcément, tout part en vrille, c'est génial. Moi, j'ai super bien aimé cette séquence-là. Puis par la suite, on découvre que Bix ainsi que Wilmon et l'autre, je sais plus, les trois, l'autre personne, qu'ils étaient sur la planète d'avant, comment ça s'est passé, etc., comment ils se sont réfugiés sur une planète totalement agricole. Entre-temps, on va suivre aussi les aventures de Mot Mothma, de comment elle va organiser le mariage de sa fille, sachant qu'elle doit aussi s'occuper de ce qui se passe en termes financiers pour la nouvelle rébellion. Tout ça avec Luten ainsi que sa cousine, etc. Puis par la suite, on retrouve le lieutenant Mort quelques années après avec Cyril, qui vont se retrouver face à Krennic et les autres représentants de l'Empire pour s'emparer d'une planète appelée Gorman, qui ayant des matériaux très spéciaux, qui compte convoiter pour Étoile de la Mort, d'où la présence de Krennic. Voilà, tout est expliqué de A à Z, franchement. En termes de rythme, forcément, on va retrouver à peu près le même rythme qui a été durant la saison 1. On va crescendo petit à petit, commencer lentement, histoire d'installer les bases, et puis petit à petit, tout exploser. Sachant que celui-ci et cette saison 2, en termes de construction narrative, est très particulier, puisque ça va se construire en 4 actes. Donc chacune de ces actes se constitue au moins 3 épisodes chacune, et qui se passent entre-temps 1 an. Par exemple, à partir de l'épisode 3, 1 an plus tard, on débarque à l'épisode 4. On sent vraiment que ça a été vraiment prévu pour une 3e saison. Je pense que c'était dû au mauvais score d'audience des autres séries Star Wars, donc forcément ça a été pas mal blablaté chez Star Wars Disney. En vrai, niveau en termes de construction, c'est pas si mal, même s'il y a quelques petits manques narratifs que j'aurais aimé un peu voir un peu plus. Par exemple, pour le personnage de Wilmon, qui rejoindra bien plus tard dans la série les rangs de Saw Gerrera. On découvre ses débuts avec lui. Et j'aurais aimé en voir un peu plus parce que ça coupe net 1 an plus tard et on redécouvre qu'il a retrouvé Andor et Bix. C'est un peu dommage, j'aurais aimé voir comment il a pu s'en sortir parce que vous verrez que c'est assez chaud. Forcément, c'est aussi un petit avantage, cette petite ellipse temporelle, où c'est surtout en termes de la construction de la relation entre Bix et Andor qui est assez bien faite. On sent vraiment toute l'évolution de leur relation, de leurs doutes, de comment ça se passe en termes de relations amoureuses, comment ils doivent survivre en mode fantôme, très discret, avec un Luten aussi assez très pointilleux, et qui va petit à petit aggraver avec la relation de Hodor. Ça, j'essaie vraiment de ne pas trop spoil, hein. J'essaie vraiment de survoler les trucs. Donc voilà. Et donc, quel est le lien avec la résistance française? Justement, c'est avec globalement avec tout l'arc de ce fil rouge qui est Gorman, là, qui est clairement une représentation de la ville de Paris, que ce soit au niveau architecture, lieu, voire même un mix aussi d'autres inspirations de forts françaises,
Je mettrai une petite image ici ou là, où vous verrez vraiment la grande inspiration. Mais aussi, on retrouve cette ambiance vraiment résistance de la Seconde Guerre mondiale, avec en partie l'occupation de l'Empire, qui fait vachement penser à l'occupation de l'Allemagne nazie à Paris. Et il y a aussi ce complot, on va dire, via la propagande de l'Empire, pour mettre le peuple en accord avec eux. Pour dire que oui, on a raison d'agir de la manière forte pour telle ou telle raison. Et ce qui va provoquer, et petit à petit de ce que pense l'Empire, crée vraiment la résistance de Gorman pour justifier ses actions sur cette planète. Et il n'y a pas que Gorman qui est la représentation de cette grande aspiration, de cette occupation. Et il y a aussi la planète remplie de champs, j'ai oublié le nom, où il y a Bix et compagnie, qui est vraiment, on sent vraiment aussi le clin d'œil de l'occupation de l'Allemagne nazie durant les champs, avec ce côté sombre et dégénératif de ce qui s'est passé, tout en s'aspirant là-dessus. Et il y a aussi un autre point assez intéressant, c'est que niveau en termes de résistants de Gorman, on retrouve pas mal d'acteurs assez européens. Quelques acteurs français, notamment l'acteur français Tony Gordad, qui est issu de la série Engrenage, si vous n'avez pas vu, une très très bonne série française, mais aussi d'autres acteurs connus aussi, comme par exemple l'acteur allemand Richard Sammel, où vous l'avez sans doute déjà vu dans le premier film Taxi, il me semble, quand il joue les chefs allemands, des braqueurs allemands. Mais aussi dans le fameux Inglourious Basterds, et il est pas mal habitué dans certains films et séries française, notamment la série française qui passe comme par hasard sous l'occupation de l'Allemagne nazie, qui est un village français. Et que si vous avez peur du côté politique, rassurez-vous, ça passe plutôt bien, enfin forcément avec Motma, ça passe vraiment, on sent vraiment les débuts de la rébellion avec ce discours et de ce qui va se passer sur Gorman qui va vraiment chambouler et donner raison à la rébellion. Et donc pour conclure, avant que je ne passe dans la zone spoiler, enfin, cette ultime et dernière saison de Star Wars Andor nous montre clairement que ça reste encore la meilleure série Star Wars qui n'ait jamais encore créée jusqu'à présent. Tony Gilroy s'est très très bien démerdé malgré son annulation pour la saison 2 qui aurait pu apporter un peu plus des choses assez intéressantes, et on sent vraiment le petit manque de trous de temps en temps. Mais sinon, ça reste même assez très très cool, j'ai plutôt bien aimé. C'est vraiment une saison qui vraiment s'inspire, on sent vraiment grandement l'inspiration de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, et qui colle parfaitement avec l'univers de la trilogie originale, tout comme les petits morceaux de pain, si on peut dire ça comme ça, narratifs qui vont venir petit à petit vers les événements de Rogue One. Les débuts de Rogue One, notamment du pourquoi et du comment Cassian Andor se retrouve sur cette planète en particulier. Donc voilà, encore une fois, merci Tony Gilroy pour ce travail incroyable, et on se retrouve dans la zone spoiler. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps. Donc forcément dans la zone spoiler, on va revenir un peu sur quelques points, notamment le tournant de ce que va représenter Gorman pour la rébellion envers l'Empire, notamment avec ce discours incroyable de Motma, avec tous les impériaux en train de paniquer, en train de vouloir couper tout le son, etc. Non, Motma est la meilleure. Elle a tellement un charisme incroyable, cette actrice aussi. Avec aussi ce côté très intéressant du tournant de Cyril, du personnage Cyril, qui se rend compte au beau milieu de la foule de tout ce massacre, vraiment l'Empire. Et voilà, il voit vraiment le côté sombre de l'Empire, de quoi il en était capable. Malgré cela, il préfère tout de même sauver Sadducine, tenter de sauver Sadducine de se faire assassiner par Andor. Mais au final, c'est lui qui s'est assassiné d'un laser dans la tête. En plus, c'était l'acteur allemand qui l'avait tué, qui a voulu sauver sa fille, mais malheureusement, sa fille en étant morte par un droïde de type 4-2SO, justement. Comment Andor comment Cassian a pu récupérer ce droïde-là, etc. C'était plutôt cool, et comment il avait reprogrammé. On sent vraiment cette ellipse qui est assez cool, où on sent vraiment qu'une relation a été créée
entre K2SO et Andor, et aussi la relation de Bix et de Andor, où vraiment ça se dégrade petit à petit et on connaîtra vraiment les véritables raisons de Bix de vouloir quitter Andor ainsi que la rébellion. Donc, qui est tout simplement de protéger son enfant en dehors de toute cette guerre, qui est vraiment compréhensible. Et je sais pas si c'est une fille ou un garçon, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est un garçon. Donc, quand Andor a un gamin, ça donne vraiment une petite lueur d'espoir et qui va nous mettre un peu plus d'empathie pour le personnage de Cassian Andor quand on verra dans le Rogue One. Puis ensuite, la relation très intéressante entre Luten et son assistante Kleya, où vraiment, ce qui les unit vraiment, au-delà de ce semblant de relation père-fille qu'ils avaient, il y a vraiment ce lien de la vengeance qui est plutôt bien admis. Et on sent vraiment une petite hésitation de Kleya quand elle a voulu sauver Luten, enfin plus ou moins sauver, tenter de lui donner une chance, mais elle choisit vraiment la meilleure solution, celui de le tuer. Et puis les petits éléments clés de ce qui va être le chamboulement, c'est quasiment les 3 derniers épisodes, ou après l'arc de Gorman, les 3 derniers épisodes, c'est vraiment se concentrer sur les petites miettes de pain qui sont installées pour les événements de Rogue One, avec le nom de Gareth Erso, de pourquoi la rébellion. C'est être très très intéressé par cela. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter de tête? Il y a aussi quelques manques aussi. Pour revenir à certains trous narratifs qui manquent, il y a comment était devenu le fameux chasseur révolutionnaire. C'est un peu dommage qu'on ne connaît pas forcément la suite et qu'il soit un peu plus utilisé. Ça aurait été assez intéressant de comment il a pu utiliser, de comment il a pu, comment ça a pu être servi, sans doute pour financer une bonne partie de la rébellion. Et justement, il y a aussi cette laps de temps aussi qui manque, où comment la rébellion s'est retrouvée sur Yavin, sachant que Yavin a été découvert notamment. Je pense que c'est Andor qu'il avait découvert comme par hasard la planète de Yavin, avec les fameux naufragés, si on peut dire ça comme ça, les naufragés de l'espace. Petit arc sympa, mais on sent vraiment c'est un peu du remplissage. Bon, après ils sont un peu casse-couille par moment, mais sinon ouais, il y a largement pire. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit de ce qui me tracasse dans la tête. Bon, je pense que j'ai déjà tout dit. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se retrouve pour le prochain hors-série qui sera consacré à 28 jours plus tard. N'oubliez pas d'aller sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, que ce soit Discord, Facebook, Instagram ou encore X, pour ne rien louper de l'actualité de son avancée. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit, donc encore une fois, merci à vous. Merci d'être aussi nombreux, encore une fois merci pour vos votes et votre participation, ça fait vachement plaisir. Encore une fois, un grand merci à vous, et amis best-of, je ne vous oublie pas, rassurez-vous, je vais tenter de faire un petit best-of, pourquoi pas, dans l'avenir, je verrai ça, juste après forcément le travail sur 28 jours plus tard. Donc voilà, donc je vous laisse, et on se retrouve à très bientôt. Peace.